Merci de rester fidèle à ce magazine Kiosque Éco, ce magazine qui vous propose le résumé de l'actualité économique en République démocratique du Congo. Nous parlons de l'évolution de l'actualité économique. Sur ce plateau, 4 débatteurs avec qui nous allons aborder 3 sujets essentiellement. Nous parlerons avant tout de cet emprunt émis par le gouvernement de la République démocratique du Congo sur le marché financier. Les chiffres parlent de 1,25 milliard de dollars américains. On critique déjà. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Quelles sont les 4 vérités? Nous en parlerons. Nous parlerons aussi, et bien sûr, de cette itinérance de Daniel Moukoko Samba, ministre de l'économie en République démocratique du Congo. Quel sera l'impact de cette démarche? Et enfin, nous parlerons de des établissements publics avec les nouvelles normes. On parle ici des critères de choix pour devenir mandataire public. Mesdames et messieurs, je le dis, je ne suis pas seul. Nous recevons, pour commencer cette émission, je préfère la commencer avec une présentation. Eric Izami, bienvenue. Merci. Gardidiana, bienvenue à vous aussi. Merci. Bienvenue Bakou, bienvenue. Merci. Et enfin, Dieudonné. Bienvenue. Merci. Alors, Gardidiana, il y a eu trop de commentaires autour de cette question, notamment le tweet de cette députée Flori Mapamboli, qui remet un tout petit peu en cause cet emprunt du gouvernement, on parle du gouvernement congolais, on parle ici de ces terrebonds. Est-ce qu'il y a de quoi critiquer? En fait, c'était une critique constructive, dans la mesure où Flori Mapamboli s'est interrogé sur la capacité d'absorption de cet argent mobilisé au niveau de l'eurobond. Sa réflexion était assez logique. Alors qu'on a levé 1,2 milliard, le besoin en utilisation n'est que de 650 millions de dollars américains. Pourquoi ne pas lever 650 millions de dollars américains et attendre? Parce qu'au lieu de garder de l'argent dormant comme ça, et avec, il est surtout revenu sur le taux d'intérêt qui varierait entre, le taux d'attente qui varierait entre 24 millions et 40 quelques millions de dollars américains. Sa réflexion était assez logique. Mais la réponse, légalement, dans la mesure où on s'est dit, écoute, avec l'eurobond, il ne s'agit pas ici d'un emprunt sur carte. Et les fenêtres sont souvent très, très volatiles. Aller pouvoir mobiliser 650 millions d'abord de 1. Il faut savoir qu'au niveau international, dans ce marché-là, il y a ce qu'on appelle le taux critique. À ce niveau-là, il faut atteindre une certaine somme pour pouvoir attirer l'attention de la plupart des bailleurs. Pour un État comme la RDC, les 20 fonds, lancer une offre de 650 millions, on risque de ne pas avoir, ou de ne pas avoir un preneur dans le délai, d'où il fallait une somme assez importante pour pouvoir attirer l'attention, pouvoir profiter de la fenêtre qui était ouverte. Donc, ce taux critique-là était un indicateur, et sur le marché international, généralement, c'est à partir de 1 milliard. Donc, la RDC ne pouvait pas faire différemment. Pour moi, je crois que c'était un débat très cohérent, très logique, qui n'est pas en fait une polémique, mais qui nécessitait une réponse comme le ministère des Finances l'a fait. Mais sinon, il n'y a pas, c'est vraiment pas une question polémique, c'était une question très fondamentale qui a eu également une réponse fondamentale. Alors, Eric Izami, on doit le dire, Gardi présente plutôt une complémentarité et une, il ne veut pas dire incompréhension, pas de polémique à ces sujets, mais l'orientation prise par le député corrobore-t-elle avec la réalité de la démarche du gouvernement? Est-ce qu'il fallait nécessairement prendre que... Moi, j'ai vu ça autrement, parce que j'ai suivi un peu la discussion. Bon, déjà que c'est à saluer que nous soyons un peu crédibles jusqu'à aller lever des fonds au niveau international. Mais à ce que le député Flori Mapamboli a dit, j'ai cru comprendre qu'il est revenu au bon sentiment. Parce que lui, il a parlé, un peu fustigé la thésaurisation qui arriverait par rapport à ça. Alors que, avec les explications des uns et des autres, j'ai compris qu'il n'y a pas de thésaurisation si et seulement si l'on arrive chacun à respecter le délai. Parce que quand il y a des projets notamment, il y a d'un côté la mobilisation, mais de l'autre la manière d'utiliser. Mais quand on mobilise l'argent, c'est pour mobiliser sur l'ensemble de projets à activer. Ici, il s'agit notamment de l'énergie, on parle du Grand Katende qui pourra desservir l'espace Kassaya, et puis on parle de l'aéroport de Njili et l'aéroport de la Luano pour booster les tourismes, etc. etc. Mais pour maintenant payer, il y a un principe qui voudrait que lorsque vous mobilisez l'argent, ce n'est pas tout de suite que tout l'argent rentre dans la caisse de l'État. Non, on va aller par palier. C'est-à-dire, par exemple, nous allons construire
un bâtiment de 3 niveaux. Mais on commence par le fondement, hein, on appelle ça comme ça, la fondation. Alors, on donnera l'argent et puis progressivement, on évolue jusqu'à ce qu'on va atteindre. Mais ici, ça marchera bien si et seulement si aussi les différents acteurs, c'est-à-dire dans les différents ministères sectoriels, on s'active à pouvoir réussir. Ça sera la conjugaison des efforts. Aussi, parce que ça va nécessiter et l'apport, par exemple, du ministère des Infrastructures, qui, à lui reviendra le devoir de mettre en place ces projets-là pour, par exemple, construire l'aéroport d'Ndjili de la Luanom, le ministère de l'Énergie, parce que quand on produit, par exemple, de l'énergie électrique, ça va permettre la facilitation pour la production, diminuer les coûts de production et puis faciliter et même l'emploi des uns et des autres. Et lorsqu'il y a l'emploi, il y a aussi l'élargissement de la. Mais justement, tout ceci est estimé à moins de 1,25 milliard. Oui, mais c'est lissé. Est-ce que c'était nécessaire d'aller prendre autant c'est pas que puisqu'on a été d'accord de donner 1,25 milliard de dollars, tout de suite on a ça. Non, on va donner palier par palier. C'est comme ça que moi j'ai compris. Ça sera mobilisé. Est-ce que c'est la même compréhension que l'on retrouve auprès de vous? Oui, moi je pense qu'il y a des règles à respecter dans ces opérations sur le plan international. Il y a des seuils en dessous desquels on ne vous accorde pas ces prêts commerciaux. Ce sont des seuils qui dépassent le milliard. Et la RDC a dépassé ce seuil en demandant et sollicitant plus d'1 milliard et recevant 1,250 millions de dollars. Mais sur la table, il y avait 5 milliards. C'est peut-être, on ne les dit pas assez. Il y avait 5 milliards qui étaient disponibles pour la RDC. 5 milliards disponibles pour la RDC. Mais on a pris dans un premier temps, et justement, c'est pour rencontrer le député Mapamboli, dans un premier temps, la République démocratique du Congo, en responsable, n'a pas voulu thésauriser justement ces fonds. Si on était irresponsable, si le gouvernement on aurait pris le 5 milliards. On les garde comme un bon comptable au Congo, en train de l'observer chaque matin. Et donc aujourd'hui, on tomberait dans la thésaurisation. La thésaurisation. Donc aujourd'hui, qu'on ait pris 1,25 milliard, c'est conformément aux besoins urgents, les plus urgents. Et les projets structurants, ce ne sont pas des projets qui se terminent du jour au lendemain. Ce sont des projets qui sont étalés sur plusieurs exercices. On ne construit pas un barrage en un exercice. C'est un micro-barrage peut-être. Oui, mais on évalue le coût. On évalue le coût. En un exercice. Ben oui, on évalue le coût dans un exercice. On finance cet exercice. Mais par sécurité, on garde quelque part l'argent qui va prendre en charge les frais de l'exercice suivant. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui a été fait avec beaucoup d'intelligence. Parce que là, l'argent est disponible. L'exercice suivant, les projets, la poursuite est garantie. La poursuite des projets est garantie parce qu'il y a de l'argent disponible. Il faut le dire aussi, l'opération des eurobonds n'est pas seulement une opération arithmétique, une opération des finances publiques. C'est aussi une opération diplomatico-économique. C'est une opération diplomatique de haut vol. C'est une manière pour la République démocratique du Congo de revenir sur l'échiquier international et de dire que nous sommes de plus en plus crédibles. Nous sommes de plus en plus crédibles. Les marchés commerciaux internationaux nous font confiance. Qu'on vous propose 5 milliards, lorsque vous en demandez un, dites-vous, vous êtes intéressant, vous êtes attractif. C'est aussi la lecture qu'il faille faire. Et quand on fait cette lecture-là, quand on fractionne les 1,2 milliards, il n'y a pas de débat à faire. Très bien. Alors, Dieudonné Bouana-Ali. Bon, il faut d'abord saluer ces success stories. C'est pour la première fois que la République démocratique du Congo, je voulais dire les gouvernements, lève 1,25 milliard de dollars sur les marchés internationaux. En interne, nous avons une difficulté, on ne le dit pas assez. La seule possibilité pour l'État, même un opérateur économique, qu'il soit public ou privé, d'aller s'endetter ou de lever les fonds, c'est d'aller puiser de l'argent dans les banques que nous avons au Congo. Et ces banques-là, en majorité, elles nous sont étrangères. Combien de banques congolaises avons-nous? Et quelle est la capacité financière de nos banques de financer l'économie? Déjà, j'ai parlé un jour avec un directeur d'une entreprise minière qui a dit « mais on nous fait trop de pression, nous devons nous assurer en République démocratique du Congo,
il dit, mais aucune entreprise d'assurance ne peut vous assurer au-delà de 5-10 millions de dollars américains actuellement. C'est pour vous dire que non seulement au niveau des opérateurs économiques, mais au niveau de l'État, nous avons une faible capacité d'absorption des financements internationaux que nous accordent, que ce soit des dons, des crédits, même en termes des investissements directs et étrangers. Maintenant, les débats... C'est par manque de projet ou c'est par manque de... Parce qu'on n'a jamais compris, on a tellement besoin d'argent, mais une faible capacité d'absorption. Vous avez commencé déjà à répondre à la question, c'est par manque de projet. Et surtout, nous mettons la charrue viable et structurant. Nous mettons souvent la charrue avant le bœuf. Je vais vous donner un exemple. Le Bakoumane l'a dit tout à l'heure. Nous sommes allés sur la place financière internationale demander, emprunter 1,250 milliards de dollars. 250 milliards de dollars. 1 milliard 250 millions de dollars pour la bonne compréhension. Mais en interne, les critiques disent, selon ce que nous avons entendu ici, les députés nationaux Mapamboli, lui a proposé 650 millions. Mais l'État, lui, s'est dit non, moi j'ai besoin de 1 milliard 250 millions par rapport aux besoins urgents. Je dois financer les investissements structurants. Nous avons entre autres Katende. Vous savez que nous avons un sérieux problème de déficit énergétique pour notre industrie minière qui porte notre économie, qui tire la croissance vers le haut. Nous avons besoin de diversifier notre économie, mais on ne peut pas diversifier une économie sans énergie, les moteurs de l'économie. Il faut financer Katende. Il faut construire des aéroports pour créer une sorte de hub aérien en République démocratique du Congo. Parce qu'on nous critique que la République démocratique, c'est un trou noir. Quand vous essayez de survoler les pays, pas de radar, quand un avion, un aéronef est en difficulté, il n'y a pas moyen de se poser quelque part. Mais le gouvernement a pris à bras le corps ces problèmes-là. On est tenté de moderniser les aéroports internationaux et nationaux du pays en faisant les quadrillages et la cartographie aérienne du pays. C'est une bonne chose. Mais regardez, vous êtes parti solliciter 1,250 milliards de dollars, mais on vous propose 5 milliards. Cela signifie quoi? Tous les efforts fournis par le gouvernement pour essayer de redorer l'image ternie de la République démocratique du Congo à l'international ont porté des fruits. Il y a des services comme l'ANAPI qui travaillent pour la construction de l'image positive de la RDC. Donc ce travail-là a porté des fruits. Vous savez que les efforts sont fournis aussi pour les retours de la paix en République démocratique du Congo, parce que l'argent des investisseurs n'aime pas le bruit des bottes. Ça, ce sont des messages que nous lançons sur le plan international. Il y a aussi des réformes. Il y en a beaucoup, on ne peut pas les citer ici. Tout ça, ça attire. Ça fait que le pays devient de plus en plus attractif. Maintenant, on vous dit, mais vous êtes venu solliciter 1,25. Mais nous, on vous propose 5 milliards. Mais là, il faut saluer aussi la prudence du gouvernement. Prendre 5 milliards... C'est une première pour la RDC? C'est une première, mais il ne faut pas prendre 5 milliards, les emmener au pays et créer des fonds dormants. Y a-t-il pas à craindre, Gardidiana? Il y a à craindre parce que nous avons plus fêté cette levée des fonds. Je pense qu'il ne faut pas faire comme on a fait avec la pose de la première paire du boulevard Étienne Tshisekedi, 2 km, et pourtant il y a un rocade de 78 km. Que nous ne communiquons pas assez sur cette route-là. Très bien. C'est l'erreur que nous risquons de commettre. Fait-on plutôt l'utilisation que nous allons en faire, les résultats. Fait-on l'achèvement des Katende, fait-on l'inauguration du nouvel aéroport de la Louanon, le nouvel aéroport d'Ndjili, fait-on la rocade du Nord qu'on nous a promis, Nord-Est et Nord-Ouest, qui sera construit bientôt. Fait-on ça? Parce que c'est la crédibilité de l'État qui est en construction, émission après émission des eurobonds, et surtout pour les prochains emprunts
hein, on nous jugera de ce qu'on aura fait du premier emprunt. Très bien. Nous savons Et quand si même, on veut nous augmenter savons aussi quand ces même montants. comment Voilà. la plupart de projets se passent ici en République démocratique du Congo. Ce sont des fonds qui vont devoir voilà, faire aboutir ces différents projets, financer ces différents projets, mais il y a quand même une crainte autour de la faisabilité, les affectations qui constituent jusque ce matin une préoccupation pour plusieurs observateurs. Est-ce qu'on y a de quoi rentrer dans cette peur? En fait, vous m'avez ramené un peu dans les préoccupations de Fleury Mapamboli. Dans la somme de choses. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on tombe dans les travers d'autres fois. Vous savez, le finance publique, il ne faudra pas qu'on devienne réfractaire au débat. C'est une question, généralement, pour moi, c'est d'ailleurs l'occasion. Vous verrez que les problématiques soulevées par Fleury Mapamboli ont permis même à certains d'entre nous d'avoir plus de précision qu'on ne pouvait avoir avant. Et moi, je pense que c'est qu'il faut se servir comme carburant. Et comme je disais, la réponse a été très appropriée par rapport à ces inquiétudes. Donc, s'il y avait des zones d'ombre, ça a été levé. Ce que vous craignez là sur l'usage, il dit, écoute, l'État, en définissant ses targets, le besoin annuel est de 650 millions pour financer le projet. Il y a une marge de 600 millions. Comme Matela. En fait, vous utilisez Matela. Mais prenons-le comme ça. Comme fond dormant. Vous utilisez Matela. Le Matela, c'est encore autre chose, comme fond dormant. Il y a la question, est-ce qu'on ne pouvait pas, au regard de la taille, surtout du taux d'intérêt, de pouvoir prendre ce dont on avait besoin, en faire bon usage pour que dans le prochain emprunt, que nous serons enclins à pouvoir avoir beaucoup plus. Le problème, c'est que c'était une première expérience. La réponse, on s'est dit, écoute, sur ces genres de marchés, avec des fenêtres éphémères, le DG Bakou vient de le dire, la fenêtre, quand la RDC a émis, c'est bon, il y a eu des preneurs de l'ordre de 5 milliards de dollars américains. Mais pourquoi? Parce que l'offre avait déjà atteint cette taille critique de liquidité exigée sur le marché. C'était plus d'1 milliard. Et aujourd'hui, il ne faudra pas se voiler la face. Le travail fait avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale a rendu attractif le marché congolais. C'est-à-dire que le risque a presque baissé considérablement, ce qui fait que les autres, quand ils ont vu la demande de la RDC, il y a eu des preneurs qui sont arrivés. Le 5 milliards n'est pas venu d'un seul bailleur de fonds. Ça veut dire qu'il y a eu des offres venues ça et là, faisant une cagnotte de 5 milliards, que la RDC pouvait aussi prendre, mais en toute responsabilité, on a pris ce qui était faisable. Donc sa question est légitime. Mais la réponse apportée également est légitime dans le sens où quand vous dites craindre, pour moi maintenant, il n'y a pas lieu de craindre. Pourquoi il n'y a pas lieu de craindre? Parce que si tant est que la RDC aujourd'hui, en termes de projets évalués, des financements de projets évalués des 650 millions, il existe chez nous de besoins encore en souffrance. Et que dans les jours à venir, le gouvernement peut très vite faire un montage financier pour pouvoir absorber les 600 millions restants. Donc en réalité, ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui manquent, mais c'est juste dans la planification du gouvernement, le besoin encore est allé à 650 millions. Mais aussi parce que, moi je vois, demain, je pose une question. Vous savez combien il faut pour relancer Congo Airways? Vous savez combien il faut pour relancer la SNCC? La MIBA dont on parle jusqu'à aujourd'hui. Les turbines tombées en panne tout dépend maintenant aujourd'hui de comment la RDC va faire le montage. La priorité. Le montage que le gouvernement fera pour absorber les 600 millions restants. Et donc, pour moi, il n'y a pas lieu de craindre, surtout sur ces préoccupations. Mais sur maintenant la faisabilité. Cher Guy Chungu, ce que moi j'apprécie, c'est qu'on n'est pas allé lever les fonds et ramener sans savoir ce qu'on en fera. C'est-à-dire qu'on a évalué le besoin, on a vu en termes de ressources internes ce qu'on était capable de faire. Le gap au-dessus, on s'est dit, écoute, pour besoin. La crainte aussi, c'est qu'il y a un point positif dans le rebond que les gens évoquent presque peu, c'est cet élément qui peut faire évoluer ou, si pas lever totalement, parce que moi je ne crois pas qu'il va lever totalement cet effet d'éviction sur le marché, parce que contrairement à ce que les gens pensent, pour moi, pour arriver à la fin de l'effet d'éviction, il faut régler un problème. Je crois qu'on en parlera dans la deuxième thématique, c'est le faible taux de remboursement de la dette, ce qui fait que rendre les banques rigides ou encore réservées à pouvoir octroyer de crédit. Ça dit ça sera un premier pas, mais il y a un deuxième travail qu'il faudra faire dans le fond. Parce que quand on permet à l'État de lever les pieds sur le marché intérieur, ça veut dire qu'on accroît les liquidités des banques. Ça veut dire que même en termes de taux d'intérêt, on peut le discuter et voir comment. Parce que généralement, s'ils sont en surliquidité, c'est alors qu'ils pourront aller le faire parce que les banques vivent de crédit. Ça pourra, cette fois-là, améliorer un peu le système en interne et être avantageux pour le PME. Mais dans le fond, je crois que s'il y a des gens qui ont à craindre, ça sera peut-être des erreurs d'ordre politique en interne, mais ce que je sais, il y a un planning. La ventilation sur
l'affectation de ces ressources a déjà été définie. Dès que ces ressources arrivent, on sait quoi faire avec, on sait où cela ira. Et pour moi, c'est ça le point positif. Très bien. Pour ajouter un peu, je pense que les premiers pas faits par l'État, c'est un pas vers la bonne direction. Si déjà notre État est aujourd'hui capable d'élever des fonds au-delà d'1 milliard de dollars, combien plus forte raison l'État comme agent économique, nous avons aussi d'autres agents économiques, on peut plus de 2 milliards. Voilà. Le problème n'est pas dans la somme, le problème c'est dans la fréquentabilité et surtout l'attraction. Je voulais dire, c'est une fenêtre ouverte parce que jusque-là, on n'avait qu'une seule option pour lever des fonds, c'était en interne. Et ces montants-là, je ne vois pas une banque qui peut prêter à l'État congolais 1,250 milliard. Il y en a. Et quand on connaît que la plus grande banque privée a fêté il y a 2 ans ou 3 ans son 2e milliard d'épargne. Ça risque de vider à le cumul de bons et obligations levés par l'État pour l'année 2025 avoisine le 900 millions. Voilà. Très bien. Alors, nous allons... C'est possible. Je voudrais aussi ajouter un élément que j'estime important. Aujourd'hui, les investisseurs, ceux qui, dans le cadre de l'investissement direct étranger, ont désormais un thermomètre. Exact. Ils ont un thermomètre, ils ont une référence indiscutable. Hein? Parce qu'avant, c'était à l'aveuglette, et quand c'est à l'aveuglette, ils vont... Ils vous font facturer les incertitudes. Les incertitudes, notamment les assurances qui font les enchères, montent les enchères, parfois au-delà des risques. Et donc ça va aussi permettre à ce que les financements directs étrangers puissent augmenter en quantité, en volume, voilà, merci. En volume. Et lorsque ces investissements directs étrangers augmentent en volume, ça veut dire que nous pouvons nous attendre dans les années à venir, dans un futur très proche, à une augmentation sensible, encore une fois, de notre produit intérieur brut. Parce qu'il y aurait beaucoup d'investissements, il y aurait du travail pour nos enfants, pour la jeunesse, il y aurait une avancée sur le plan de l'industrialisation. Et en ce moment-là, on pourra tirer les bénéfices de ce geste, de cette action qui a été posée, hein, les robots. Et donc derrière cet emprunt, on doit plutôt voir une sorte de crédibilité pour la RDC sur le marché financier international. Absolument. Très bien. Alors nous allons prendre notre deuxième thématique, puisque vous avez la parole, je vais vous garder. Nous parlons de cette itinérance de Daniel Mukoko Samba. On doit le dire que dans ce pays, les problèmes sont très bien connus, surtout le problème de nos différentes provinces, 26 au total, voire un ministre, un vice-premier ministre. Il est ministre en même temps de l'économie justement, s'est déplacé pour faire ce que je considère comme une autopsie. Et pourtant que le rapport et même la situation de toutes les provinces est bien connue, est-ce que, c'est la question que beaucoup se posent, était-il nécessaire de faire ces petits périples au lieu d'apporter des solutions aux problèmes déjà connus? Oui, moi je me posais toujours la question. Le VPM Mukoko, il n'est plus au budget parce que moi j'ai vu les exploits qu'il avait réalisés quand il était vice-premier ministre et ministre du budget. Je me disais ce qu'il sera à l'aise au ministère de l'économie. Mais il me surprend agréablement parce qu'il ne se contente pas de réguler les prix du carburant, les prix des sacs de ciment, mais il va au-delà, il va dans la logique que j'ai toujours prônée dans cette émission, de l'intégration économique, de l'introversion de notre économie qui est jusque-là extravertie. Donc le Premier ministre Mukoko est en train justement de faire ce travail-là. Et c'est un travail de fond. Ce n'est pas un travail qui se fait dans un laboratoire, ce n'est pas un travail qui se fait dans un bureau climatisé à Gombe, c'est un travail qui se fait sur le terrain. Et vous n'avez qu'à voir l'itinéraire qu'il a pris pour comprendre que le professeur Mukoko a des idées claires. Il y a des rapports, il y a des études qui le précèdent. Il pouvait bien se focaliser dessus et apporter des solutions. Les rapports et les études, nous connaissons leurs limites. Nous qui sommes des hommes de terrain, nous savons ce que valent les rapports, et même les rapports de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international ne remplacent pas les descentes sur le terrain. Et je pense qu'il a pris la bonne option de descendre sur le terrain et de constater par lui-même. Lorsqu'il va à Bumba, à Lissala, et il constate comment on peut relancer la filière riz.
Ça, aucun rapport du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale ne pourra te donner les données, les chiffres, les statistiques réelles et les possibilités qui s'offrent. C'est en allant sur le terrain. Et quand il poursuit, moi je vais le conseiller de continuer à travailler pour que nous puissions finalement stopper cette dépense exorbitante des importations des vivres. Nous devons manger ce que nous produisons nous-mêmes. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Il faut que le poisson qui sort du lac Kivu, qui sort du fleuve Congo, Équateur, Kisangani et autres puisse nourrir la population de Kinshasa. Pourquoi pas? Il faut que le riz de Bumba puisse arriver au Sankourou pour nourrir les Sankourois, ou le maïs qui est produit par-ci ou par-là, arriver à Lubumbashi, arriver au Kasaï pour nourrir les Congolais. On n'a pas besoin d'importer de maïs en Tanzanie, en Zambie. C'est une honte, c'est une aberration que nous puissions continuer à importer le maïs de la Tanzanie, le riz de Thaïlande. De très loin, de Thaïlande. Alors que nous pouvons avoir le riz de bonne qualité, on aura même moins de diabétiques dans le pays parce que le riz est de très bonne qualité. Voilà, on résout même un problème médical en mangeant bio. Parce que c'est riz qui est importé, on sait comment ça nous arrive ici. Il ne suffit pas seulement, Bona Ali, de faire cette descente de terrain, cette itinérance. Il y a plus que ça. Stopper l'importation, ce n'est pas la porte à côté. Il y a également la part de responsabilité du gouvernement, l'appui aux artisanaux, notamment le fonds qu'il faut justement le fonds qu'il faut affecter pour relancer l'agriculture. Est-ce que vous sentez le gouvernement aller dans ce sens? Puisqu'ici, on a un ministre, un vice-premier ministre, qui fait une sorte d'autopsie, ça on doit le dire, pour relever le problème, qui pour certains est déjà connu, mais en aval, on ne voit pas, selon encore ces observateurs, un intérêt particulier engagé par le gouvernement pour apporter des solutions structurelles au problème. Est-ce que ce gouvernement souminois 2 s'oriente déjà vers des solutions structurelles à cette question, cette problématique? Affirmatif, mais il y a un mais. Mais je préfère d'abord commencer par là où le DG Bakou a cité. Je pense que le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Moukoko Samba, c'est l'un des bons élèves de l'administration Tshisekedi. Pourquoi je l'ai dit? À l'image de ce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a fait lorsqu'on lui avait présenté les rapports sur les nouveaux marchés centraux de Kinshasa, communément appelés Zando, pour lui dire que le marché est terminé, tout est fin prêt. Alors, monsieur le président, il faut y descendre pour aller couper les rubans. Le chef de l'État ne sait pas. Il est premier citoyen de la République. Il est l'homme le mieux informé que nous tous ici, sur ces plateaux, même ceux qui ne sont pas sur ces plateaux. Il a dit non, moi-même je vais descendre sur le terrain, aller constater de visu si réellement ce marché-là est terminé. Mais quelle n'a pas été sa désolation, sa surprise. Et vous avez vu aujourd'hui, nous sommes les 14, vous avez vu aujourd'hui ce qui a changé après son passage. Moi, je l'espère aussi, après le passage du VPM de l'économie, dans les Congo profonds, plus précisément dans la province de la Chuapa, où il est allé faire l'état des lieux des infrastructures économiques et identifier les principaux obstacles au développement de plusieurs provinces du pays qui ont des difficultés à se connecter économiquement entre elles. Certaines ne consomment même pas les produits des producteurs locaux, produits dans la province voisine. Vous avez par exemple la province d'Ibaouele et d'Iouele qui consomment les made in Ouganda. Hein? Et pourtant, ces provinces-là ne sont pas loin de la Chopo, mais ne sont pas loin du Kasaï, de la région du Kasaï. Je pense qu'il faut mettre fin à ces obstacles au développement économique de nos provinces. C'est bien pensé. Je pense à son retour, il fera des propositions au Conseil des ministres qui seront transformées en décisions pour changer les paradigmes. Parce que l'objectif, c'est renverser la tendance, la courbe là,
des importations qui surdominent les exportations. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je l'ai dit sans peur d'être contredit, nous avons des produits locaux, made in Congo, qui ont un certain avantage comparatif sur des produits importés ou étrangers. Moi, je me demande jusqu'aujourd'hui, c'est la question que je pose au ministre du Commerce, Julien Paluku, au ministre de l'Économie, Mokoko Samba, à tous les autres ministres compétents, pourquoi devrions-nous continuer à importer des produits tels que l'oignon, l'huile de palme, la tomate. Nous avons les riz de Bumba, nous avons les riz au Maniema, les DG Bakou. Produits en faible quantité. Mais il faut augmenter la quantité de produits de bonne qualité qui dépassent de loin les riz thaïlandais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez dit s'il y a des actions phares posées par le gouvernement. Je vous réponds oui. On a créé récemment l'Office des voies de desserte agricole, qui est considéré comme l'OVD du monde rural. C'est bien, il faut multiplier ce genre d'initiatives, désenclaver les routes de desserte agricole, permettre à ce que les produits des producteurs locaux puissent arriver dans les grands centres de consommation. On a créé cet office, est-ce qu'il est déjà à pied d'œuvre? Oui, c'est déjà à pied d'œuvre, ça fonctionne. C'est longtemps, ça plus de 2 ans, non, 4 ans. 3 à 4 ans. Voilà, ça existe déjà. Il faut multiplier les initiatives, il faut encourager ce que l'ANSER fait aussi, l'Agence nationale des services énergétiques dans le monde rural. Ça aussi, c'est bien. Il faut en avoir même une dizaine pour essayer de résoudre tous les problèmes qui se posent dans le Congo profond. Parce que Kinshasa n'est pas le Congo. Donc, on peut dire l'a compris que je dois abandonner à un certain moment mon bureau climatisé de Kinshasa pour aller vivre les réalités économiques du Congo profond et essayer d'y apporter des solutions. Entendre Bonali, on peut dire que le chemin est déjà balisé, tout ce qu'il faut, c'est juste un peu de volonté et relancer les choses. Et oui, la volonté est là parce que bon, je crois quand même qu'il y a quelque chose d'autre aussi à saluer. On était ici généralement habitués à voir nos ministres ou nos décideurs faire les triangles. Kinshasa, Lubumbashi, quelquefois Kolwezi, Kinshasa. Mais là, c'est cassé. On le voit partout. Vous avez évoqué ici le fait que la première ministre est allée même jusqu'à Mungwalu, là où il y a l'épicentre d'Ebola, un peu pour booster l'action. Les gens doivent être en bonne santé pour produire. Elle est la première depuis Adoula de mettre le pied à Bumba. Justement. Est-ce que Mokoko Samba a choisi le bonne province pour province, changer la donne? S'il vous plaît, cher Choumou. Il a été par ailleurs à la Tchouapa. La Tchouapa, c'est Djolou, Mokoto, Bokungu, Ikela, Befale, chez le vieux Roger Nkemalilo, chef-lieu Bwende. Et c'est dans la Tchouapa qu'est née l'industrie pneumatique. C'est là qu'on coupait les VA pour avoir... Ça, c'est de l'histoire. De l'histoire. Oui. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on a encore ce potentiel dans cette histoire? Il ne faudrait pas rester nostalgique. Est-ce que la Tchouapa a encore ce potentiel? La vraie température. Pourquoi est-ce qu'on ne peut quand même pas, par exemple, relancer l'industrie pneumatique là-bas sur place? Il nous faut justement de l'énergie. On a parlé de Katende. On peut multiplier ça parce que dans la Tchouapa, il y a aussi plusieurs rivières. Pas seulement ça. Vous savez... Dans les rebonds qu'on a évoqués ici, il y a entre autres comme projet la modernisation de la RN4. La RN4 passe par Bukavu jusqu'à Kisangani, ça revient jusqu'ici pour davantage renforcer le corridor qui va aller même jusqu'au Lobito, Inga, etc. Donc c'est grand. Il nous faut juste la bonne connectivité. Et justement, c'est comme ça que Gardi disait tantôt, il n'y a vraiment pas à craindre parce que les projets structurants sont là. À nous maintenant de passer à l'action pour concrétiser. Et je pense qu'au chemin faisant, on peut évoluer et puis étonner positivement. Il y en a des téléspectateurs qui nous ont fait le reproche que quand vous passez dans des émissions, vous citez moins certaines provinces. Non, ce n'est pas méchamment qu'on le fait. Hein. Je vous prends aujourd'hui le cas par exemple de la Kwango. C'est la province voisine à Kinshasa. Kwango, c'est Feshi, Kahemba, Popokabaka, Kasomolunda, Kenge, chez le vieux Mboso Konyampuanga. Là-bas, il y a des terres comme ça que nous observons comme des œuvres d'art. Alors qu'on pouvait davantage ramener des tracteurs, de tout ce qu'il y a comme matériel, il y a des terres, il y a le calcaire. Faire vraiment l'agriculture à grande échelle pour nourrir les gens. Je nous rappelle encore une fois une phrase célèbre de Kengwa Dondo. Il a 91 ans d'âge, c'est pas rien, c'est un sage. Il dit, le jour où nous arriverons à donner à nos enfants
3 repas copieux la journée, ils vont tout faire, c'est ce qu'on va leur demander. Si on leur dit d'aller dans l'armée, ils vont le faire. La police, etc. À nous, maintenant, de jouer notre rôle. Et je pense que la phrase qu'il disait ici tantôt, tout se jouera dans la conjonction des efforts des uns et des autres au niveau du gouvernement. Mukoko Samba viendra avec ce qu'il va trouver sur place. Qu'as-tu remarqué là-bas comme industrie embryonnaire? Qu'est-ce qu'on fait à cet état pour booster? Et puis ça va aller comme ça. Et moi, je pense que dans un bref délai, si nous voulons vraiment, on peut faire le miracle du Bénin. Patrice Talon l'a voulu, et aujourd'hui on est en train d'acclamer. Est-ce qu'aujourd'hui, Gardizana, on ne peut pas se permettre de dire que cette démarche initiée par Mukoko Samba risque d'amener l'État congolais dans une solution à long terme, parce qu'il faudra carrément tout reprendre au regard de la situation actuelle de toutes ces provinces, les réalités au sein de ces provinces. Est-ce que ça ne sera pas une solution à long terme? La valeur que j'accorde à cette démarche et repose un peu plus cher. sur un élément que j'ai toujours fustigé jusqu'à preuve du contraire. On définit souvent le PIB au niveau national, mais il y a un expert qui a posé la question au gouverneur pendant une conférence de gouverneurs, est-ce que chaque province peut nous produire le PIB au niveau provincial? Aucun n'a été capable de le donner. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la valeur de cette itinérance permettra d'avoir une jauge sur la productivité de chaque province, avec 4 points essentiels à résoudre. De 1, la première des choses, c'est d'abord pouvoir, j'ai envie de dire, mesurer l'état des lieux, faire l'état des lieux des différentes provinces, pour faciliter la répartition de ressources. Il faudra aussi faciliter, c'est à ce moment-là, dès lors qu'on maîtrisera la productivité, on saura canaliser les investissements. Si on canalise les investissements, on saura faire des politiques publiques qui marchent. Et après, évaluer la décentralisation et régler l'inégalité. L'une des plus grandes faiblesses aujourd'hui de la Caisse des péréquations, c'est qu'il est difficile à cette structure de pouvoir financer des projets intégrateurs dans les provinces. Parce que pour la plupart, ils sont soit pas montés, soit méconnus, soit mal ficelés. Et je crois qu'à ce niveau-là, le travail qu'il fait est un élément essentiel, à mon sens, qui nous permettra d'établir une boussole. Et vous parlez de tout recommencer. Non, on ne peut pas tout recommencer. Il faut juste rebâtir certaines choses. Puisqu'on dit qu'il n'y a plus rien. Non, justement, il n'y a plus rien, mais il y a un problème. Parce qu'il y a 2 valeurs naturelles dans chaque province. Mais pas tout à fait. C'est là où je disais, vous ne pouvez pas interdire, Eric, de faire de l'historicité, parce que ce n'est que dans l'historicité qu'on peut redresser et remettre ce pays sur l'état. Le Congo n'a pas de province pauvre. Chaque province a des particularités. Saisir chaque particularité des provinces nous permettra à nous d'investir de manière efficiente et de pouvoir répondre aux vrais besoins de la République. Et c'est là où moi je pense que cette itinérance, si après son retour, le VPM de l'économie arrivait à nous produire justement des statistiques sur la productivité de chaque province... C'est quand même contradictoire, le Congo n'a pas de province pauvre, il y a de ceux qui disent, avec leurs mots, qu'il y a des provinces budgétivores qui ne produisent rien. C'est une aporie de l'entendre de votre bouche. En fait, quelqu'un qui ne produit pas ne veut pas dire qu'il est pauvre. Non. La pauvreté n'a rien à voir. La pauvreté, c'est la somme entre ce que vous avez comme base, comme intra, et ce que vous avez comme produit fini à la fin. Un enfant, je donne un exemple. Un enfant à qui les parents ont laissé des richesses, mais le problème c'est qu'il est encore mineur pour pouvoir accéder à son héritage. Est-ce que cet enfant est un enfant pauvre? Non, c'est juste que il y a des mécanismes qui l'empêchent à accéder à sa richesse, et c'est le contexte de beaucoup de provinces. C'est juste qu'il faut une certaine maturité, il faut une certaine intelligence pour que finalement chaque province renaît de ses cendres. J'aime rappeler ça aux gens qui... J'ai toujours dit aux gens, les valeurs différentielles de la RDC, ce ne sont pas le mine, c'est l'énergie et l'agriculture. Le mine congolais a été bâti à partir de l'agriculture. Et donc, puisqu'on parle de la revanche du sol sur le sous-sol, ça veut dire que c'est un modèle qu'on a déjà expérimenté. On a déjà vécu une forme de retour à l'authenticité. Il y a un exercice auquel les soumis... Vous avez dit qu'il y a des critériums, notamment pour certaines personnes qui vont piloter nos entreprises. Pareil aussi pour les entreprises, pour les provinces. On va en parler. On va en parler. On va en parler. Je vous vois aller trop vite en besogne. Alors, on doit... Il met seulement les doigts sur... Oui, si on avait des bons managers pour nos provinces, je pense qu'on en est vraiment à évoluer. Je pense qu'il y a un exercice auquel est soumis le chef de l'État chaque année. Ça s'appelle l'État de la Nation. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire pour soulager un tout petit peu la démarche de Mukoko Samba, qui peut-être pourra s'essouffler avec le temps, demander à chaque province
de présenter un état des lieux de sa province. Comme ça, cela pourra permettre au gouvernement de centraliser ces états des lieux et d'avancer plus vite que de le faire avec un seul ministre. Le faire avec un seul ministre. C'est la conférence de gouverneurs. D'ailleurs, le gouvernement Soumina a ramené cette conférence telle que exigée par la Constitution. C'est pour dire, au lieu que ça soit Moukoko qui prenne le devant en y allant seul, peut-être avec toutes les réalités et les contraintes. Pourquoi ne pas se focaliser sur ce que les gouverneurs proposent déjà? Parce que ces gouverneurs sont appelés à proposer un état des lieux et donc la situation est connue. Vous l'avez répété. Au lieu que ça soit du réchauffé, Moukoko passe, le gouverneur passe aussi, et c'est le même rapport, on passe du temps. Vous l'avez dit, vous l'avez répété 3 fois, que les études existent, etc. Oui, j'aimerais une 4e fois, vous amenez à me comprendre aussi dans ma question. Pour la 2e fois, que rien ne vaut le terrain. Aucun rapport ne vaut le terrain. Mais les gouverneurs le font. Ils sont là. Les rapports doivent être vérifiés, contre-vérifiés par des descentes sur le terrain. Même le chef de l'État fait de l'itinérance. L'homme le mieux renseigné de la République. Et cela ne se fait pas seulement au Congo, partout au monde. Les descentes sur le terrain pour palper les réalités et ne pas les décider à partir des laboratoires, c'est quelque chose d'extrêmement important pour un pays qui est en train de se remettre sur les rails comme la République démocratique du Congo. Vous savez, le ministre Moukoko peut, dans sa tournée actuelle, il peut retrouver un chemin, une route d'intérêt national que le gouverneur n'a pas vu, que les experts de la Banque mondiale n'ont pas vu. Mais lui peut le voir et donner de l'importance à cette route. Je pense qu'il a pris la meilleure option de descendre sur le terrain, de quitter. Et ça, j'insiste encore une fois, pour que vous ne puissiez pas... puisque les gens disent qu'il fait ombrage aux différents responsables de province qui sont censés donner... C'est une matière concurrentielle. C'est une matière concurrentielle parce que nous avons un exécutif national et 26 exécutifs provinciaux. Deuxièmement, l'économie, c'est une matière transversale. Vous ne pouvez pas séparer l'économie de l'agriculture, du secteur des transports, et du développement rural et autres. J'ai entendu quelqu'un sur ce plateau féliciter Daniel Moukoko Samba en tant que ministre. D'abord, hier, il a été excellent au budget. Aujourd'hui, on parle de bancarisation. Pour l'avoir pratiqué, à l'époque, il était vice-premier ministre du budget. Aujourd'hui, vous parlez de lui avec plus d'éloges en tant que vice-premier ministre, ministre de l'économie. Ceci nous amène justement à entamer notre 3e thématique qui parle de ces critères mis en place par le gouvernement. D'abord, pour le choix des mandataires publics, on parle des établissements publics à la tête des différents établissements publics. Est-ce que c'est nécessaire d'y aller avec cette démarche qui d'ailleurs pour la plupart n'est pas respectée? Est-ce que ce n'est pas un trompe-l'œil? À quoi ça va servir? Non, ça va servir à quelque chose. Ça va servir à beaucoup d'ailleurs. Et je pense que nous devons avoir cette culture d'être compétitifs. Et lorsqu'on veut accéder à des fonctions, à des hautes fonctions d'État, d'accepter que nous soyons évalués sur notre capacité à exercer des fonctions comme des fonctions aussi pointues comme mandataire public. Écoutez, vous n'allez pas prendre un médecin et l'envoyer à la SNEL et attendre des bons résultats. Non, vous n'aurez pas de bons résultats. Mais c'est quelqu'un qui peut apprendre avec le temps. C'est ce qu'on constate ici. C'est ce qu'on constate ici. Pour certains, ça marche bien. Non, il va perdre le temps, il va tout perdre. Mais une entreprise comme la Société nationale d'électricité ou encore la SONAS, il faut des gens qui s'y connaissent. Je dirais même la RTNC, l'ACP, il faut que ce soit des spécialistes. On ne peut pas envoyer, il faudrait qu'on dise des choses telles qu'elles sont. C'est pour l'intérêt de notre propre pays. Vous prenez un quadro, vous le mettez comme responsable de Transcom, mais vous n'aurez pas de résultats. C'est très technique. Donc c'est une manière de privilégier la technicité. Mais par contre, j'ai aussi un bémol.
Ça ne veut pas dire que les politiques, parce que quand on fait ce concours, on a toujours dans les viseurs les politiques pour dire qu'eux, ils se partagent les gâteaux, etc. Ça ne veut pas dire que dans les partis politiques, il n'y a pas de spécialistes. Mais on a cité Mokoko Samba. Hein, c'est un monsieur qui est... Qui est de quel parti d'ailleurs? Il a un parti, il est président d'un parti politique. Et c'est même mieux qu'on ne connaît pas prioritairement le parti à prioriser, à mettre en avant. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ce que l'on déplore du côté du choix des mandataires? C'est motivé par quoi? Les recommandations et le reste? C'est par manque de bonnes personnes ou c'est par pauvreté de la qualité et de l'expertise? Avant de vous répondre, je vais rappeler que nous avons 3 sortes d'entreprises. Hein? Nous avons les entreprises publiques dont les capitaux sont à 100% congolais. Vous avez par exemple la GECAMINE et toutes ses filiales, Entreprise Générale du Cobalt, RSCOM, tout ça. L'ARESCOM, voilà. Vous avez l'ONATRA, des entreprises, la SNEL, Régie des eaux, des entreprises 100% publiques. Vous avez aussi des entreprises d'économie mixte, créées entre l'État et les capitaux privés. C'est comme la minière de Bakwanga, MIBA. Vous avez aussi des jointes ventures. Hein? Dans plusieurs, parce que quand on parle de jointes ventures, ça renvoie souvent aux mines. Mais il y a des jointes ventures aussi dans d'autres secteurs de l'économie. Ces entreprises-là ont besoin des mandataires. Mais qu'est-ce que nous, l'État congolais, nous faisons? Il y a certains postes qui demandent une certaine technicité, une certaine connaissance, voilà, un background, de l'expérience avérée en la matière. Le DG Bakou a dit ici, on ne peut pas prendre un infirmier, vous le bombardez, DG de la GECAMINE. Non. Il ne connaît rien de la géologie. Non. Il n'a même pas étudié un secteur qui est proche. Quelqu'un me dira, qui suit l'émission, me dira, mais il a des conseillers, il a les cabinets, mais qui va donner l'impulsion? Ils ne vont pas prendre des décisions aussi importantes. S'il ne comprend pas la matière traitée, comment l'entreprise sera bien gérée? C'est pour vous dire que nous devons éviter le clientélisme, le népotisme, le régionalisme, la géopolitique, la politisation du portefeuille de l'État. Et donc ceci fait appel pour justement être nommé à ces postes-là, il faut être oui, du parti présidentiel, ou bien du parti allié au parti présidentiel, ou bien il faut être de l'union sacrée. Mais on peut trouver un mandataire en dehors de l'union sacrée. Il peut provenir de la société civile, il peut provenir des ONG, des ASBEL, il peut provenir des universités et instituts d'enseignement supérieur universitaire. Il peut provenir de nous, la presse, nous sommes là des journalistes. Il y a quand même des bons mandataires parmi nous ici sur les plateaux. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a un exemple vivant. Le problème, c'est quoi? Je pense que l'État est revenu en arrière parce qu'il y a une structure qu'on avait créée. Il y a Belle Lurette, c'est les COPIROP, Comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques. Tout le monde avait apprécié. C'était sous conseil des institutions de Bretton Woods. Tout le monde avait dit, bah, enfin, cette fois-ci, on n'aura pas de mandataires parachutés. On aura des technocrates, des hommes et des femmes d'expérience. On a essayé un peu, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On commence à créer des dossiers sales pour un DG, parce que sa tête ne nous plaît pas. Mais quand on regarde le bilan, l'homme travaille ou la dame travaille bien. On les fait sauter. On met des intérimaires, après on met des politiques. Et aujourd'hui, nous avons les phénomènes que nous appelons des canards boités. C'est-à-dire des entreprises publiques qui ne déclarent chaque année à la fin de l'exercice comptable des pertes. Des entreprises, je ne dis pas toutes, hein, il y a quand même certaines entreprises qui sont bien gérées, hein, et des services publics qui sont bien gérés. Il y a un dont les patrons ici, il y a l'ACP, il y a la Caisse nationale de sécurité sociale, il y a quand même des services publics et des entreprises publiques qui sont bien gérés. Mais quel est mon souci? L'État, c'est aussi un opérateur économique. Quand il investi, surtout dans ses propres entreprises, il s'attend à la fin de l'exercice. Rappelez-vous de la parabole, du parabole des talents. Avec Jésus. Hein? Avec Jésus. L'État, quand il investit,
il s'attend aussi comme opérateur économique, comme actionnaire unique et principal. Un dépassement des assignations. Il s'attend au dépassement des assignations, à la réalisation des bénéfices. Mais la majorité des entreprises publiques sont presque en faillite, déclarent des pertes, ne font pas de bénéfices. Mais comment le budget de l'État va augmenter? Avec l'explosion démographique que nous avons, les ressources ne suivent pas les rythmes. Oui, certaines personnes disent que le débat est ailleurs. Le problème des entreprises publiques, des établissements publics sont connus. Ces débats sur le niveau ou comment le bagage de ceux qui doivent piloter, c'est un faux débat. Non, chez nous, en règle générale, on n'a pas un problème de manque de talents. Au Congo, il y a des talents à foison. Notre vrai problème, à mon sens, c'est plutôt qu'est-ce que nous faisons de ces différents talents que nous avons pour bien les caser afin qu'ils puissent produire de bons résultats. Moi, je note, en tout cas, je le dis avec humilité, que dans plusieurs de nos entreprises ici, il y a des fils maison qui peuvent faire bouger des lignes positivement et puis évoluer. Ça existe. Nous connaissons aussi des fils maison qui ont fait la honte des entreprises. Peut-être qu'ils n'ont pas été bien choisis. Parce que aussi, lorsqu'on vous a choisi, vous, Chungu, encore faut-il que nous autres puissions aussi accepter de pouvoir adhérer pour pouvoir... C'est notre bien commun à pouvoir remonter. Et moi, je pense que le choix des bonnes personnes peut nous aider à évoluer. Et pas seulement dans les entreprises. Imaginez, je prends ici une illustration. En un seul jour, avec l'arrivée du général Kassongo Kabouik et les services nationaux, on a vu ce qu'est devenu la Tchango. En un seul jour. Imaginez si on avait, par ailleurs, pris Kassongo Kabouik comme gouverneur de la ville de Kinshasa. En 7 ans. Ah ben, on serait quand même, ouais, à peu près. C'est-à-dire, pour moi, les choix. Et si... Je vais un peu... Est-ce qu'il faut l'étendre même au niveau du gouvernement, le choix de différents animateurs? Oui, pourquoi pas? Je vous donne une illustration encore une fois. Depuis longtemps, on a décrié le fait que le Rwanda, qui n'a même pas un seul minerai dans son sous-sol, a une raffinerie d'or. Pendant que nous qui regorgeons plusieurs gisements d'or ici, on n'en avait pas. Mais avec Louis Atum Kabamba, qui a été longtemps dans le domaine, on a vu venir quand même une usine des raffines au niveau de Kalemi, hein. Même si c'est une usine pilote, mais c'est déjà un petit premier pas. Et puis ça va évoluer comme ça. Vous voyez là où on a choisi des gens qui connaissent un peu le boulot. Vous voyez ce que fait le ministre Mouyaya au niveau de la communication. Il est dans son rayon. Il n'a pas à chercher à gauche. Il est dans son rayon. Et il est un ingénieur. Oui, tout le temps. Il tous les manches et puis il fait son boulot. Voilà. Gardez bien à dire, en tout cas. Je le vois bien. Lorsqu'on a bien choisi, on a le résultat. Quand on a choisi mal, ça ne va pas non plus. Est-ce une formalité? Vous ne chantez pas avec Kofi quand vous ne savez pas bien chanter. Ce concours. Il est exigeant. Nous devons l'être aussi pour les autres domaines. Je veux commencer par une mise au point. Il ne faudra pas qu'on se voile la face. Il est difficile de pouvoir étendre cette réalité sur le fonction d'ordre politique, ministère et autres. C'est une pratique qui existe dans le monde, c'est universel. Quand on acquiert le pouvoir, on va avec ceux qui ont accompagné pour pouvoir implémenter. Mais on prend quand même le banc. Dans les entreprises, au niveau, vous êtes arrivé. Le problème, c'est qu'on arrive à qui sont ces gens que le parti politique recommande. Comment s'établisse le critérium? Mais revenons sur cette action. Cette action mérite d'être saluée. Moi, particulièrement, je pense qu'il y a des craintes, mais il y a une jurisprudence. Et une partie de la jurisprudence a été citée sur ce plateau. Si pour de postes d'ordre politique, qui doit revenir au parti politique, le gouvernement Soumino avait 9 personnes sorties du monde des affaires, qui ne répondaient à aucune contrainte politique. Je peux en citer autant. Liu Atum Kabamba, Kizito Pakapomba, Raïssa Malou, il y en a plein. Le ministre de la Justice, Guillaume Gueffa, qui vient du système international, Irène Sambo, qui était défenseur de droits de l'homme. Identifié nulle part. Pas de parti politique, mais qui sont devenus ministres. À combien plus forte raison aujourd'hui pour de postes de portefeuille des établissements de l'État? Je pense que si à ces niveaux-là où il y a beaucoup plus de difficultés, de contraintes, c'était arrivé, cette fois-ci, moi je crois en cette opération. Et je pense que c'est parce qu'on s'est rendu compte de la réalité. Le problème n'est pas tant le fait... Parce que quand les gens disent, on pense à une forme d'exclusion. Même ceux qui sont en interne peuvent postuler. Oui. Le problème, c'est qu'on a libéralisé. C'est plus, on quitte la dictature de quotas de partis. C'est-à-dire que, et aussi, il faut rappeler, il y a un nombre, il y a un besoin criant. Il y a au moins, si j'ai bonne mémoire, près de 5 à 6 portefeuilles de l'État où il y a des intérims.
Maintenant, il faut renouveler ce personnel-là. Et je crois qu'il y a un besoin net. La question, est-ce que c'est un instrument pour l'efficacité? La réponse est oui. Disons ce qu'on a envie de dire. Jusque-là, on a proposé que quelques entreprises. Justement, oui, parce que c'est là où il y a des vides. Vérifiez, vous verrez qu'il y a des intérims qui tirent en longueur. J'aime souvent citer l'exemple. La SNEL a passé presque plus d'une année sans directeur financier. Comment vous trouvez ça logique? Avec, sur le 12 ou 13 postes de direction, 9 intérimaires. C'est pas logique. Donc, on est dans un contexte où on veut combler un besoin, et je crois que c'est un élément de bonne gouvernance. Je pense que quelqu'un qui est passé par un concours est redevable à la science et à l'État congolais. Il ne dira pas, il n'y aura pas un président d'un parti politique à au Komikou dans la poste à parti, Tinda 30% un salaire à auto, Tinda 30%, il y a frais de fonctionnement. Je pense pas que ça je t'envoie un quota de 30 personnes. Je t'envoie Baïké. Non. Pas ça. Déjà, c'est un élément. En tout cas, je ne ferai aucun commentaire sur cette question. Vraiment pas faire de commentaires. C'est déjà un élément de bonne gouvernance. Maintenant, après, c'est là où moi je prêche. Je crois dans les critériums, dans les différentes phases de test, là où ça me retient, c'est la commission d'experts qui fera l'audition à la fin. Ne nous mettez pas des conseillers des cabinets qui arrivent et qui vont vouloir faire du tourniquet à ces niveaux-là. Les experts, il y en a. Oui. Allez chercher le prof Mabi Moulumba. Prenez-nous Noël Tiani Moadianvita. Prenez-nous de gens qui connaissent ce que c'est une gouvernance. Parce que c'est des gens qui ont fait des preuves au niveau privé et étatique. J'ai cité Noël Tiani particulièrement parce que j'ai eu la chance. Le travail abattu par ces types au Cap-Vert, il mérite de révérence. Et même son plan Marshall. Laissons d'abord le plan Marshall, mais je vous dis que ces références, même au niveau africain international, parlent. Il y en a plein comme ça. Allez chercher le prof Mabi Moulumba, il y en a plein. Des technocrates, il y en a beaucoup. Choisissez une commission d'experts qui nous mettra de gens qui un bon rendu entre l'expérience de formation et l'expérience pratique. Et lorsque ceux-ci arrivent, Charles Dradi, encore faut-il que les autres qui les accueillent adhèrent aussi à l'idée de pouvoir les accompagner. C'est pas que l'homme arrive... Eric, un manager qui sait ce qu'il fait n'a pas besoin de pleurnicher quand en interne il rencontre de la résistance. Ouais. Jamais. Et surtout quand vous faites le choix d'une bonne personne, il saura utiliser la bonne méthode pour plier cela aux exigences du travail. Parce que ce n'est pas lui qui impose, ce sont les règles de la société. Il faut quitter cette histoire d'un manager qui arrivera avec des exigences. Non, moi j'étais là, mais j'ai raconté de la résistance. Ça fait partie du monde professionnel. Dans le monde professionnel, quand vous arrivez, les autres vont vous challenger parce que quand vous arrivez, les directeurs la disent, moi j'ai fait 15-20 ans dans la société. Vous êtes venu par concours, vous venez du secteur privé. C'est normal que vous soyez challengé. À vous de pouvoir prouver que vous méritiez votre place par votre travail. Donc, je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a 10 ans, c'était presque un inérinois. Personne ne voulait passer là-bas. Quand on vous propose Chung, on va vous nommer à la poste, tu allais refuser. Mais il y a un manager qui est passé là-bas. Il ne faut pas citer son nom. Faut pas citer son nom. Je ne cite pas son nom. Hein. Vous avez vu ce qu'il a laissé à la poste. Ça donne envie maintenant d'y aller. Ça rayonne. Hein. Donc s'il y a une nomination, gestation, je suis preneur. Je ne cite pas son nom. Très bien. Alors, pas fait sa on va se quitter avec... Ça fait longtemps qu'on a oublié les bonnes habitudes. Nous allons prendre la caricature qui va boucler la boucle. Cette caricature derrière nous. Et on va... Je suis sûr que ça nous renvoie à la journée... à la jeune fille, et puis on parle un tout petit peu de la jeunesse. Et c'était il y a quelques jours, je crois hier, la journée de la jeunesse. Comment comprendre cette caricature? Je vous laisse deviner. Celui qui veut prend la parole. Je prends. Oui, allez-y. Bon, selon les statistiques de la centrale électorale, les dernières, du dernier cycle électoral, les femmes pèsent 52% contre 48% des hommes en République démocratique du Congo. Et nous avons une population jeune, dont la majorité est constituée des dames. C'est-à-dire... Ça, c'est pas la caricature. Si on essaye d'extrapoler, il faut peu de littérature autour. Il faut donner... J'attendais ça d'Éric. La femme a trop souffert des conflits armés. Il est venu le moment... de donner la paix à la partie orientale du pays parce que la femme, c'est aussi un opérateur économique. S'inscrit dans la démarche du les fromages que nous mangeons, des Goma, les pommes de terre, les haricots qui nous provenaient avant la guerre, c'est cultivé aussi par les dames. Et quand elles partent au champ, elles sont violées. Elles sont violées. Et violentées. Voilà, et violentées.
Allez. Je crois que Guichoumou, très rapidement, l'image que j'ai ici, c'est que l'école est présentée comme l'alternative pour pouvoir éviter d'être victime ou pour pouvoir se prémunir de toute velléité, mais je pense que c'est un peu réducteur. Parce que toutes les femmes violées là-bas, on ne vous dira pas que ce sont des femmes qui ne sont pas allées à l'école. Il y a de jeunes filles qui brillent à l'école, mais qui est tombée par ce macabre. Je crois que ça, c'est une réponse qui nous appelle à un engagement collectif et collégial, si tant est que la responsabilité première est du gouvernement. Mais je crois que dans la réaction de la jeune fille, il y a un ras-le-bol qui appelle à l'action. Très bien. C'est ça l'essentiel que je garde de cette caricature. Très bien. Alors, puisqu'on doit finir... Et moi, je pense que la femme, chez nous, elle représente la gardienne de valeurs. C'est à elle aussi d'inculquer le rudiment de la vie, des vraies valeurs positives. Lorsque nous aurons des enfants aussi éduqués, aussi suivis, aussi instruits, je pense que malheur ne va vraiment pas facilement nous atteindre. Merci. Parce qu'on a bafoué un peu son propos. Merci beaucoup. On finit avec vous, justement. On n'a pas... Il y a ceux-là qui sont... Ah oui, ceux qui sont au fond, là-bas, ouais, au fond. Ceux qui occupent aujourd'hui une bonne partie de la République, et ils ont comme arme les viols. Hein, ce sont les rebelles, moi je ne les appelle pas les rebelles, c'est l'armée rwandaise hein, qui a pris l'option de faire la guerre, notamment par les viols. Merci. Et nous devons nous liguer pour le bouter dehors, c'est cela. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, on a fini cette émission. Merci de l'avoir suivi et la suite au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.